Com um pequeno atraso e uma reacomodação, agora está tudo certo. Vamos dar início à última sessão das mesas Presenças em Diálogo. É a última, mas não fiquem muito tristes, porque um congresso nunca acaba quando ele termina. E ainda tem plenária, encerramento e festa depois. Assim. Começo essa mesa, né, composta pela professora Isabelle Cloque-Fontany e o professor Pedro Cesarino. Vou apresentar primeiro Isabelle, que vai começar. Isabelle Cloque-Fontany é professora titular de Ciências da Linguagem da Universidade de Limoges e uma das maiores especialistas na França no estudo das línguas e das escritas da antiga Anatólia, como o hitita, o louvita e o ati. Ao longo da sua carreira, ela também se dedicou à semiótica da escrita, ao seu deciframento histórico e às escritas inventadas da África Ocidental. É autora de mais de uma centena de artigos e diversos livros sobre esses temas. Isabelle também ocupou cargos de grande relevância, entre eles a direção da Escola de Línguas e Civilizações do Oriente Antigo, em Paris, a direção do Centro de Pesquisas Semióticas e do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Limoges, e a coordenação de uma escola doutoral. Em 2021, foi eleita presidente da Universidade de Limoges, reitora, a segunda mulher a ocupar essa função. Além disso, fundou e dirigiu o mestrado profissional em edição até 2016, orientou mais de 20 teses em temas ligados à semiótica da escrita e defende uma gestão universitária colaborativa centrada nos estudantes. Além de autora de mais de uma centena de artigos e livros e publicações diversas na área, né? Uma reflexão profunda sobre a escrita como um contínuo plurissemiótico, articulando a linguística, a semiótica e a antropologia. A professora Isabelle vai falar em francês e vai apresentar o seu PowerPoint em português para aqueles que precisarem da tradução. Bienvenue Isabelle. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, merci Renata pour l'invitation. Je suis absolument ravie d'être ici et de pouvoir vous présenter mes travaux. Et donc, comme cela vient d'être dit, je vais parler en français, mais le PowerPoint est en portugais. Et pour ne pas faire comme tout le monde, je n'ai pas fait appel à l'intelligence artificielle pour la traduction, j'ai fait appel à l'intelligence naturelle. Et donc, merci Marc pour la traduction. Selon le rôle que la société lui assigne, l'écriture se métamorphose à volonté. À chaque moment de l'histoire, au sein de chaque culture, la fonction spécifique du texte et des supports détermine en grande partie sa formulation visuelle ou scripturale. L'écriture, c'est un type particulier de figuration. Alors, quelques rappels méthodologiques. La fonction de l'écriture ne peut pas être limitée à la notation de la parole. Il ne s'agit pas d'écriture au sens ordinaire et ethnocentrique, mais d'une technique, celle de l'inscription du sens. Pour Battistini, à qui j'emprunte cette définition, l'écriture, en fait, lui, il préfère parler de script, désigne tous les modes graphiques et autres de conservation et de transmission des savoirs hétérogènes, des messages, dont les écritures phonologiques, synthétiques et analogiques, ainsi que les objets et les figures dont la fonction sociale peut leur être similaire. Deuxième point, l'écriture n'est plus seulement considérée sous l'angle de son rapport à la langue, mais aussi dans sa relation avec l'image. Dans chaque culture, il y a un répertoire de formes, de motifs disponibles. Le graphisme est un système d'expression disponible pour de multiples usages, y compris l'écriture. Les unes servent à décorer, d'autres renvoient à un référent extérieur d'une manière non linguistique. Certaines existent antérieurement à l'invention de l'écriture considérée et sont réutilisées, mais pas forcément avec la même valeur. Néanmoins, l'écriture, une fois instituée, les dote par le jeu complexe des analogies visuelles de fonctions sémiologiques qu'elles ignoraient auparavant.
Ainsi en est-il de ce qu'on appelle la rosette dans la culture hittite, qu'on retrouve dans le 2e millénaire avant Jésus-Christ, qu'on retrouve comme élément décoratif sur des sceaux, ce que vous avez à droite, et qui va se voir attribuer la valeur soleil, même si ce n'est pas un soleil à la base, dans le système hiéroglyphique hittite dont je vous parlerai tout à l'heure. Le motif a une valeur figurative et ou graphique. C'est aussi devenu le signe hiéroglyphique pour dire « mon soleil », c'est-à-dire c'est comme ça qu'on s'adressait au roi, mais c'est aussi un symbole de la majesté royale et l'ambiguïté reste sur nos sceaux. Et en deux, je n'ai pas le temps de le développer ici, on a un exemple assez rare de cas où le motif n'est plus complètement une figure, mais pas encore véritablement un signe d'écriture. Donc on peut voir une étape intermédiaire. Par ailleurs, rappelons-le, l'homme appréhende le monde comme façonné par sa culture, il ne le perçoit pas tel qu'il est en lui-même. Mais si nous considérons que nous sommes en présence d'écriture, nous ne pouvons pas étudier ces signes comme de simples matières ou substances visuelles. À partir du moment où ces figures graphiques deviennent des signes graphiques, ils appartiennent à un système de signes qui devient une écriture si la signification de ces signes repose au moins pour partie sur un langage et qu'ils sont portés par une énonciation, texte, discours notamment. L'écriture est un système et les signes tirent leur valeur les uns par rapport aux autres au sein de ce système qui a ses règles propres et qui ne sont pas un calque de celles de la langue. La recherche est restée assez longtemps prisonnière de la vision représentative, phonocentriste et ethnocentriste de l'écriture. Mais lorsqu'elle s'en est libérée, elle a eu parfois tendance à oublier une caractéristique intrinsèque de l'écriture, à savoir que certes, la figurativité visuelle fait partie intrinsèquement de l'écriture et que peu à peu cette figurativité a été réduite ou occultée, mais qu'en même temps, le phonétisme a toujours existé. Plus précisément, on est en présence non pas de deux codes distincts, mais d'un continuum, d'un code graphique comportant intrinsèquement une dimension visuelle et une dimension linguistique. C'est ce que Goodman appelle notationnelle iconicité, Sibyl Kremer Schriftbildlichkeit ou Battistini le script. Donc l'écriture assume deux familles de fonctions, des fonctions glossiques. Les signes scripturaux ont pour plan de l'expression des fonctions ou des données du code linguistique, sans qu'il y ait forcément de correspondance terme à terme, et des fonctions grammatologiques. Les signes graphiques assument une autre fonction sémiotique, rendue possible par leur potentialité figurative. Cette autre fonction est rendue possible par l'inscription de l'écriture dans l'espace. En effet, un des traits définitoires fondamentaux de l'écriture, c'est qu'elle est à la fois une sémiotique linguistique et visuelle et une sémiotique de l'espace. On ne peut pas traiter l'écriture comme une entité abstraite et isolable. On ne peut la séparer ni d'un avant ni d'un après, c'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger l'étude de la structure matérielle du support, de la manière dont elle offre au destinateur une surface d'inscription et au destinataire une surface de déchiffrement ou d'action. Et Geneviève Calam-Griol évoque, je la cite, l'intention d'agir à son tour par la force signifiante des symboles sur l'univers. On le voit, c'est une approche de l'écriture intégrée ou intégrationnelle que je défends depuis longtemps. C'est pourquoi l'écriture ne peut pas être étudiée selon un paradigme unique, elle est un problème linguistique, le lien avec, on va dire, la langue, sémiotique, le lien avec la figurativité, la prise en compte de la nature figurative iconique de l'écriture, le lien avec l'espace, et anthropologique, le lien avec la société et ou la culture. Alors, le problème linguistique n'est pas l'objet de cette étude aujourd'hui, c'est une linguistique revisitée, et j'ai cité notamment dans la bibliographie Harris et Benveniste. Pour la dimension sémiotique, je vous ai indiqué quelques références fondamentales, bien entendu l'étude de Grémas parue en 1984, sémiotique figurative et sémiotique plastique. Mais pour moi, les premiers travaux de ce qu'on peut appeler la sémiotique de l'écriture ont été le fait d'africanistes, et ces premiers travaux ont d'emblée montré que le dialogue était nécessaire avec les autres disciplines, notamment autour des figurations iconiques.
Et le premier numéro de la revue Semiotica, paru en 1969, contenait un dossier sémiotique en Afrique. Et on peut y lire un article fondamental de Calandriol et Lacroix, Graphie et signes africains. Pourtant, il ne fut lu ni par les africanistes, ni par les sémioticiens, et c'est bien dommage, parce que tout était en germe dans cet article. Par la suite, certains anthropologues, Cardena, Perry, Marazzi, ont montré que l'acte scriptural et ses mécanismes ne reflètent pas seulement le besoin de transcrire glossiquement une langue, mais sont le lieu privilégié de la production idéologique et symbolique. Sur la base de ce dialogue, je considère que l'écriture possède des propriétés internes et des types d'échanges avec d'autres sémiotiques. Elle est un déclencheur de transposition intersémiotique du graphisme vers une ou plusieurs des pratiques du langage verbal, ainsi que vers d'autres pratiques associées. Écriture à lire, écriture à voir, la reproduction du réel idéologique, et j'emprunte cette expression à l'égyptologue Pascal Vernus. J'ai choisi pour cette communication un type de valeur associée à l'écriture, le pouvoir, et plus particulièrement le pouvoir royal. Depuis Lévi-Strauss, on sait que l'écriture est intrinsèquement liée au pouvoir. En témoigne l'anecdote de l'apparition de l'écriture chez les Nambikvara dans Triste Tropique en 1956. Mais l'histoire ne cesse de nous en donner des exemples. Pensons à la Turquie. En 1928, sous l'impulsion réformatrice de Mustafa Kemal Atatürk, le gouvernement turc renonce à l'alphabet arabe, en usage sous l'Empire ottoman, pour adopter l'alphabet latin, mais pour noter la même langue. En Azerbaïdjan, après l'introduction de l'alphabet latin en 1929, puis le retour à l'alphabet cyrillique imposé par Staline, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et que l'Azerbaïdjan a obtenu son indépendance, l'une des premières lois adoptées par le nouveau Parlement a été l'adoption d'un nouvel alphabet latin en 1991, et toujours pour noter la même langue. En Afrique, depuis 2 siècles, face à, ou à cause de, grâce à la colonisation puis la mondialisation, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont inventé des systèmes graphiques indigènes. Le Bamoun au Cameroun, le Bété en Côte d'Ivoire, le Fuladita en Guinée, le Loma au Libéria, le Vague en Sierra Leone, le Mandong en République démocratique du Congo, etc. Et dans ces sociétés qui utilisent l'écriture latine ou arabe, l'innovation que représentent ces nombreuses écritures permet à leurs inventeurs de repenser les rapports au monde et à autrui. L'écriture Bamoum, initiée par le roi Ibrahim Joya à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, s'est développée à travers 6 phases successives, traduisant un processus de rationalisation graphique et fonctionnelle. La première phase, le Léréwa, c'est un système hybride qui associe des pictogrammes et des idéogrammes sans correspondance systématique avec la langue parlée. Et puis on a les étapes successives, que je n'ai pas le temps de détailler ici, témoignent d'un effort continu de réduction, de simplification graphique et d'abstraction croissante, avec une orientation progressive vers la représentation syllabique. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit la dernière version, le Hakauku, qui est composé de 80 signes phonosyllabiques, structurés selon une logique phonographique. Et cette dernière forme vise à permettre une transcription plus systématique de la langue Bamoum, facilitant son apprentissage et son utilisation dans les domaines administratifs, éducatifs et historiographiques. Et cette évolution, loin d'être linéaire, répond à des logiques politiques, sémiotiques et pragmatiques propres au contexte du royaume Bamoum en interaction avec les dynamiques coloniales. L'exemple suivant que je vais développer concerne le lien entre l'apparition de l'écriture et les centres du pouvoir dans l'Anatolie, ce qui correspond à la Turquie actuelle, au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Lorsque les Hittites, c'est un peuple indo-européen, sont arrivés en Anatolie vers la fin du 3e millénaire, ils n'avaient ni écriture, ni territoire, ni frontières. Et pour eux, l'espace n'a jamais été un donné stable et figé une fois pour toutes. Pendant toute l'histoire hittite, nous voyons les grands rois hittites se déplacer, des expéditions militaires incessantes pour agrandir,
protéger, récupérer, sauver un espace toujours à reconquérir. Et la question de l'écriture est liée à ces fluctuations politiques. La première période de l'histoire qu'on appelle l'Ancien Royaume, 18e siècle avant Jésus-Christ, voit les premiers rois unifier politiquement et linguistiquement le royaume. Invention du territoire, qui passe par l'invention de la capitale, et qui s'appelle Hattusa, je voulais entourer, et surtout emprunt de l'écriture cunéiforme aux voisins du Proche-Orient, de la Mésopotamie. Cette écriture sera utilisée jusqu'au déclin de l'Empire, c'est la deuxième période de l'histoire, donc vers 1190, et j'ouvre une parenthèse, 1190, fin du royaume hittite, fin des grands empires du bronze, dû à un épisode très fort de réchauffement climatique. Je renvoie à des communications qu'il y a eu ces derniers jours. Donc en tout cas, à ce moment-là, l'écriture disparaît. Cette écriture, sous la forme exclusive de tablettes enfermées dans des archives, était intrinsèquement liée au pouvoir royal, plus précisément à l'administration centrale. Le pouvoir peut se dire, s'écrire, se penser, se transmettre. Lorsque le palais et les centres de pouvoir disparaissent, qui étaient les lieux de leur utilisation ont disparu, elle a disparu également. La fin de cette première période, c'est une période de déclin, et au XVe siècle, une nouvelle dynastie fait monter sur le trône un prince qui avait des attaches étrangères. Il y a eu un renouvellement du personnel dirigeant, une nouvelle aristocratie, introduction de nouvelles pratiques religieuses, introduction d'une nouvelle langue, cousine de la langue précédente, et parallèlement à cette écriture d'emprunt que sont les cunéiformes, c'est l'invention d'une autre écriture hiéroglyphique. Je vous en ai mis un exemple. Au moins pour une grande partie de leur utilisation, les hiéroglyphes sont faits pour être vus et contemplés sur des parois rocheuses. Ils animent le nom propre, comme le relief fait vivre la personne tout entière. On les trouve sur des reliefs dans la capitale, mais aussi sur des stèles aux frontières, des inscriptions notamment tournées vers le pays ennemi. Le pouvoir cherche non plus seulement à se lire, se penser, les textes étaient enfermés dans des archives et des bibliothèques, mais à se montrer. Cette écriture accompagne un mouvement vers une monarchie plus théocratique qui cherche de plus en plus à se montrer, à se justifier, à se légitimer. Cette nouvelle écriture va se mettre au service de l'idéologie. Du point de vue du contenu des textes, on passe d'une littérature analytique à des textes centrés sur un individu et sur un événement. Le genre monumental est un genre apologétique. Le lien de cette écriture n'est plus avec le pouvoir central installé dans la capitale, mais avec l'individu roi qui se montre souverain d'un empire composé. Et ce n'est sans doute pas un hasard si on a éprouvé le besoin d'avoir un système qui réfère à un langage, mais pas une langue en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que chaque groupe de population, il y avait plusieurs peuples mélangés dans cet empire, chaque groupe de population pouvait lire les signes dans la langue qui était la sienne, ce qui était absolument impossible avec l'écriture cunéiforme. Cette inscription a été découverte dans la capitale assez récemment, dans les années 1990. Comme toutes les inscriptions hiéroglyphiques, elle est ce qu'on appelle en boustrophédon, ça veut dire à la manière du bœuf qui trace le sillon. Si on suit les flèches, première ligne de droite à gauche, deuxième ligne de gauche à droite, troisième ligne de droite à gauche, voilà, ça fait ça. La lecture suit l'ordre de la parole. Alors, je ne vais pas vous la traduire, il est question de conquête accomplie par le grand roi hittite Suppiluliuma, et il y est question aussi de réalisation architecturale. L'écriture fixe le réel, médiatisé par le langage, aussi, est-elle apte à exprimer l'histoire et le social, puisque le langage est linéaire et produit d'interrelations entre les hommes, d'où sa propension à véhiculer du social et de l'historique. En revanche, sa linéarité impose une dimension textuelle, mais sans neutraliser les autres dimensions. Car, tout en encodant du langage, l'écriture hiéroglyphique se ménage un registre d'expression autonome. Les propriétés de l'écriture
que je n'ai pas le temps de détailler ici, lui ouvre un domaine de signification spécifique où est sans cesse transgressée la linéarité du langage. Et du coup, on peut faire une autre lecture de cette stèle. C'est le triangle que vous avez. La première ligne, voilà. La première ligne, c'est le nom du souverain, précédé de ce qu'on appelle le déterminatif grand roi. La deuxième ligne, les divinités protectrices du souverain pendant la campagne militaire, précédé du déterminatif Dieu. Et la troisième ligne, les villes et pays conquis, précédés par le déterminatif de ville ou de pays. Cette inscription devient donc une scène dont l'économie d'ensemble suggère une présentation alternative et une méta-énonciation, et non plus un texte, ou plus exactement l'interpénétration du texte et de la présentation énonciative. Ainsi, chacune des deux techniques d'expression signifie-t-elle à la fois dans son registre spécifique, bien sûr, mais aussi dans celui de l'autre. Et elles se répartissent ce que Pascal Vernus avait appelé la reproduction du réel idéologique, fin de citation, et cette méta-énonciation est celle de la présentation royale. Cet exemple nous montre aussi qu'on ne peut pas étudier les signes en dehors de leur contexte, et plus précisément en négligeant le support et sa fonction dans la construction de la signification. L'écriture rend coprésente dans un énoncé unique des formes relevant d'organisations matérielles distinctes. Pour le dire autrement, et pour reprendre des choses que j'ai pu faire ailleurs, nous sommes en présence d'un support matériel et de deux supports formels. Le support matériel, la stèle, est l'objet d'une transformation qu'on peut appeler la construction du support formel. Et le support formel, c'est la nature de dimension d'inscription, la sélection des limites, comme je viens de le montrer, et des règles d'inscription. La syntaxe, l'ensemble des règles topologiques, d'orientation, de dimension, de proportion, de segmentation, qui vont contraindre et faire signifier les caractères inscrits. Et c'est la raison pour laquelle on peut rencontrer des cas où le même support matériel peut supporter deux types de supports formels. C'est le cas ici, linéaire, et ce que je viens de vous montrer. Cette coprésence permet d'enclencher un programme textuel et un programme métatextuel. Il s'agit dans les deux cas d'une inscription visuelle dans un espace, l'un linéaire, propre au développement textuel du récit, et l'autre tabulaire, réservé à la méta-énonciation de la présentation royale. Il y a donc un entrelacement des modes d'expression. Cette caractéristique est consubstantielle du système hiéroglyphique, ancien ou moderne d'ailleurs. C'est dans la nature même du signe hiéroglyphique d'être à la fois graphe et symbole. Ah non, ça ne fait pas 10 minutes. J'ai regardé. Mettant donc... bon, voilà. Ça permet donc au signe d'être investi de deux fonctions distinctes, linguistique et sémiotique. Et le pouvoir a fait fond sur cette possibilité. Cette étude de la façon de disposer les figures dépend sur la surface qui les accueille, de la construction du plan de l'image et de l'agencement des figures dans des mondes culturels différents et centrales. Et elle permet de comprendre que figurer dans une perspective anthropologique, c'est donner à voir l'ossature ontologique du réel. Changeons d'époque. Au XVIe siècle, en France, l'invention de la police d'écriture Garamond, c'est l'ancêtre de notre Times, est étroitement liée au projet humaniste et politique de François Ier. Quand on parle de Garamond, on pense à écriture élégante, on pense à une écriture, une typographie qui reflète la teneur même du texte. Les éditions de la Pléiade, qui est une édition très prestigieuse de la littérature en France, est imprimée en typographie Garamond avec du papier Bible. Alors, je vais accélérer un peu. Au XVe et XVIe siècle, l'imprimerie a favorisé en fait l'affirmation de deux courants de pensée qui se sont traduits dans deux courants typographiques. On a d'un côté en Allemagne Gutenberg et les graveurs de Mayence ont imaginé une police de caractère d'écriture verticale, lourde et rigoureuse, la gothique. Et en Italie, les graveurs de Venise et de Rome ont cherché, toujours par les caractères de plomb mobile, un caractère plus familier, plus léger, plus dynamique et plus rond.
Et cette écriture, elle était issue de la Caroline du moine Alcuin du temps de Charlemagne, tout en sensibilité et en rythme, ce qu'on appelle l'écriture humanistique. Je rappelle simplement que la Caroline, ça fait partie du projet politique de Charlemagne qui voulait imposer à tout son immense empire une écriture que tout le monde serait capable de lire. D'où une écriture légère, avec des signes relativement séparés. Sous l'impulsion de Garamond, entre autres, va naître ce qu'on appelle le style Garamond. Et il est le reflet de la technique et des influences d'une époque, et son dessin porte en son cœur l'humanisme, s'inscrivant dans cette volonté de diffusion des savoirs au plus grand nombre. Alors, je vais passer, mais juste pour dire que jusqu'à nos jours, le Garamond, le Times, transmettent les mêmes valeurs. Et c'est pas pour rien que c'est le premier caractère numérisé, et ça n'est pas pour rien que c'est le premier caractère qui a été choisi, qui a été déployé au sein de la communauté open source. Et cet exemple du Garamond met bien en évidence la dialectique qui existe entre contraintes techniques et fonctions axiologiques. Avec les Grecs du roi, c'est encore à Garamond que nous allons avoir affaire. Toujours au XVIe, François Ier, la renaissance du monde grec, ça fait partie de la... c'est une des sources du renouveau intellectuel de la Renaissance. Et c'est toujours le roi François Ier qui en est l'artisan. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec cette renaissance des textes grecs? Ce qu'il voulait, c'était pouvoir transcrire la Bible dans toutes les langues à partir des documents les plus purs, les plus dignes de foi, c'est-à-dire les manuscrits grecs. C'était une sorte de Ptolémée qui voulait finalement, comme la bibliothèque, comme le Ptolémée de la bibliothèque d'Alexandrie, rassembler tous les écrits de la terre. Et on connaît bien le projet politique de la bibliothèque d'Alexandrie. Le roi Ptolémée voulait compenser une marginalité géographique, Alexandrie, par une centralité intellectuelle avec la bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est exactement ce que François Ier voulait. Et donc c'est Claude Garamond, toujours lui, qui a été chargé de graver les Grecs du roi, qui devait permettre de publier les manuscrits. Il a choisi un modèle extrêmement compliqué. Voilà, il a choisi un modèle extrêmement compliqué, illisible, même pour quelqu'un qui connaît le grec. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ces livres imprimés n'étaient pas forcément destinés à être lus. Il fallait que cette typographie de ce qu'on appelle les Grecs du roi présente une qualité et une grandeur dignes du roi, et il fallait qu'il soit reconnaissable par tous. Attachés au roi François Ier à la Renaissance, ces caractères ont été peu à peu relégués au rôle de ce qu'on appelle les joyaux du cabinet des poinçons. En fait, on retrouve ici, vous voyez ce qu'on a vu pour l'écriture hiéroglyphique, à savoir le principe sémiotique de la présentation du monarque, de sa méta-énonciation politico-symbolique. Alors, les Grecs du roi ont dormi pendant plusieurs siècles et ils ont connu une résurrection inattendue. À l'occasion des Jeux Olympiques d'Athènes, en 2004, la Société des caractères typographiques grecs a décidé de faire une édition de prestige en 7 langues des Odes olympiques de Pindare. Et à chaque pays, on a demandé une édition avec une typographie qui était caractéristique du pays en question. Et donc pour la France, on a demandé à l'imprimerie nationale de choisir un caractère, et ça a été les fameux Grecs du roi. Mais comme les poinçons étaient abîmés, il a fallu numériser ces caractères. Donc c'est le dessinateur de caractères Franck Jalot qui a été chargé de numériser ces Grecs. Voici ce qu'il explique de la manière dont il a travaillé. Je le cite. « Chaque fois que j'avais en main un texte composé en grec du roi, je m'abandonnais à une lecture peu commune de ses formes. Ne lisant pas le grec, ni ancien ni moderne, ma lecture se réduisait à observer les caractères, la silhouette des mots ainsi créés, la danse ainsi ininterrompue de leurs accentuations. Cette danse abstraite que le rythme de cette écriture offre à la page transformait ma lecture en un voyage visuel fascinant, ignorant le sens des signes, etc. En fait, ce qu'il voulait, et comme il le dit lui-même, ce que je vous ai mis, il voulait restituer au texte, composé avec ses caractères
caractère revisité la même âme. Et donc, il a imaginé voilà, des caractères. Et le cas des ligatures est intéressant. Vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Par exemple, pour les 6 signes qui sont là, il a imaginé une ligature qui est illisible, même pour quelqu'un qui lit le grec. En fait, ces signes ne se lisent pas comme une suite de lettres, mais se comprennent comme un idéogramme, ce que Mallarmé appelait la compréhension du regard. On se rapproche donc d'une écriture à voir, plus qu'à lire. Et dès lors, le statut de la lettre et du mot change. Il devient figure, voire icône. Ce ne sont plus des lettres et des mots auxquels nous avons affaire, mais à des idéogrammes. On constate alors que ce qui est investi d'une composante symbolique idéologique, ce n'est pas pour l'essentiel le texte et son contenu qui connaît les Olympiques de Pindare, mais l'écriture elle-même dans sa composante formelle, le signifiant. C'est donc le figuratif qui se charge de valeurs symboliques, idéologiques. C'est lui qui permet l'ancrage dans le symbolique. Et en fait, tout ce qui fait de cette typographie une figure relève de sa dimension plastique. Singularité déformant composant les caractères, ligature et association rythmique entre caractères, etc. Donc la dimension figurative est composée à la fois des éléments de reconnaissance de ce qui est évoqué, c'est la dimension iconique, qui permet d'associer au caractère un son, une idée, une valeur, et des éléments de singularisation plastique. Et depuis Floch, Turleman, Greimas, Fontani, entre autres, la dimension plastique est l'expression d'un horizon symbolique et mythologique. Et pour l'écriture, cet horizon est politico-symbolique. Et vous voyez que c'est une caractéristique qui était déjà vraie au XVIe siècle, mais encore plus maintenant, dans le cadre de cette édition plurilingue des Olympiques, dans le cadre des Jeux Olympiques. C'est donc bien une fonction symbolique qu'ont rempli les caractères de Franck Jalot, qui faisait retrouver aux lettres grecques leurs origines géographiques, historiques et culturelles. Donc je passe pour dire qu'en fait, il y a plein de fautes dans l'édition française, mais ce n'est pas très grave, puisque c'est le statut de l'écriture, c'est le style visuel qui s'impose au détriment de la reconnaissance des caractères. Donc là, je suis obligée de passer. Quels sont les procédés, finalement c'est le dernier point, qui déclenchent la transposition intersémiotique du graphisme vers une ou plusieurs des pratiques du langage verbal, ainsi que vers d'autres pratiques associées. Je n'évoquerai ici que 2 procédés, je vais aller pour le coup très rapidement. En fait, pour moi, ce sont les formants de l'écriture qui non seulement sont inséparables de la pratique et de la technique d'écriture, mais ils sont aussi le point de bascule entre la reconnaissance iconico-linguistique des caractères et la dimension iconico-plastique du graphisme. Je termine. Donc je ne développe pas les formants, je vous montre juste un exemple que j'ai pris au Banoum. Donc 3 signes hiéroglyphiques, on reconnaît à peu près un buffle, mais comme vous pouvez voir, donc 3 statuts sociaux différents. Vous voyez que si on regarde les cornes, nous on aurait tendance à penser que des cornes qui vont vers le bas, ça indique un statut inférieur. Là, ça n'est pas le cas. Là, ce sont les oreilles. Vous voyez que le statut intermédiaire, ce sont des grandes oreilles. Et pourquoi? C'est parce que le roi voulait... On a choisi pour ses serviteurs des grandes oreilles. Le roi voulait rappeler, le roi qui avait repris le trône, un usurpateur qui lui-même venait du peuple, appelait le peuple des grandes oreilles. Donc c'était une manière de rappeler qu'il venait de ce peuple des grandes oreilles. Et enfin, dernier statut, le statut inférieur, on tronque, voilà, une partie, on supprime une partie, une corne et une oreille. Donc simplement, ce qu'on voit ici, je termine, rassurez-vous. Je voulais juste faire 2 remarques également. Vous voyez que ces signes semblent se caractériser par une certaine iconicité, une ressemblance avec le référent. On reconnaît un buffle, mais en fait, c'est trompeur. Il y a d'autres procédures qui sont en jeu ici. Les phénomènes de détournement, voilà, ce que Greimas avait appelé des phénomènes de détournement. Je vais passer simplement. Donc en fait,
À côté de la simple représentation, c'est-à-dire au-delà des contenus identifiables et verbalement traduisibles, le plan figuratif, un objet visuel peut aussi véhiculer d'autres signifiés à travers des moyens expressifs comme les formes, les plans, les cadres, les lignes ou les couleurs, c'est-à-dire tous les éléments qui, placés sur le support planaire, constituent les aspects plastiques de la figure. Et le deuxième procédé, je ne vais pas du tout le développer, c'est la construction du support formel qui permet le point de bascule et surtout la présence de la méta-énonciation de la présentation royale, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je termine juste en disant que l'écriture est une expression textuelle ou discursive, donc portée par une énonciation, par exemple narrative, elle-même redoublée par une méta-énonciation qui porte la présentation royale, l'agentivité d'une ostension du pouvoir. Et c'est la dimension plastique de l'écriture qui fournit l'expression de cette méta-énonciation. L'approche que je propose et que je défends, c'est une conception intégrée de la sémiotique des écritures, articulant de manière explicite les différents composants hétérogènes de la signification des écritures, et autonome, aussi bien de la sémiotique visuelle que de la linguistique. On commence par se placer à l'intersection de toutes les pertinences sollicitées par la signification des écritures et on convertit cette intersection en domaine d'études cohérentes. Je vous remercie. Merci Isabelle. Passamos agora à segunda fala dessa mesa, vai ser do professor Pedro Cesarino, que é escritor, antropólogo e professor do Departamento de Antropologia aqui da Universidade de São Paulo. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e realizou o seu pós-doutorado aqui no Departamento de Letras da USP entre 2008 e 2010. O Pedro estuda principalmente as cosmologias poéticas e tradições orais dos povos indígenas, com ênfase no xamanismo amazônico. É autor também do romance Rio Acima, publicado em 2016 pela Companhia das Letras, e além de outros importantes estudos sobre o xamanismo, Olisca, Poética do Xamanismo na Amazônia, editora Perspectiva 2011, lhe deu o Prêmio Jabuti de Ciências Humanas, e Quando a Terra Deixou de Falar, Cantos da Mitologia Marubo, editora 34, 2013. Então, as pesquisas do Pedro se voltam principalmente para o diálogo entre a antropologia, a literatura e as formas expressivas ameríndias. Passo a palavra para ele. Assim, Zoom. Dá para dar uma dividida? É pequena essa tela, sabe? Pois é. Funciona. Quer clicar? Bom,
agradecer o convite para falar aqui e dizer que eu não sou especialista em semiótica. Então, espero que eu ofereça alguma contribuição interessante para a conversa de hoje. O texto, eu vou apresentar a primeira parte eu vou apresentar um texto de um texto maior, enfim, não vou conseguir desenvolver tudo que eu gostaria por causa do limite de tempo, mas eu espero que o que está programado aqui para hoje já seja suficiente para suscitar algum debate. Tem a tradução dessa parte do texto em francês, vocês podem seguir aí. Então, eu vou tratar de alguns dilemas conceituais envolvidos no estudo dos regimes xamânicos de iniciação, aos quais eu tenho me dedicado um bom tempo. Esses problemas orbitam em torno do estatuto da referência, da avaliação de posições, com consequências gerais para a compreensão do regime de significação dos xamanismos indígenas e de outras questões associadas que eu não vou poder comentar a fundo aqui. Eu vou pretendo mostrar por quais razões esse regime é incompatível com alguns dos fundamentos das teorias ocidentais da linguagem e do discurso relacionados ao problema da referência. Para desenvolver o argumento, vou apresentar a tradução inédita de um canto xamânico Maru, um canto Iniki, que será comparado a outros dois casos etnográficos extraídos de estudos recentes sobre os Arauté e os Craô. Na verdade, só vou poder tratar do caso Arauté, porque o Craô não vai dar tempo. Na sua tese, dedicada ao xamanismo e às artes verbais dos Arauté, que é o povo falante de língua da família do Guarani do Médio Xingu, Guilherme Roires oferece uma reflexão interessante sobre os eventos verbais chamados por ele de Pegani, que tratam das tentativas de captura dos espíritos Anin pelos xamãs ao longo do espaço da aldeia. Ao longo de tais eventos, é comum que surjam distintas vozes, as dos Ani, dos xamãs e das divindades Mai, embutidas umas nas outras. Um exemplo característico das enunciações complexas de diversos xamanismos ameríndios. Essas vozes, diz o autor, costumam falar sobre as disputas em torno do estatuto de existências concorrentes, situadas em distintas posições que convergem para o evento da enunciação xamânica. Eu cito Guilherme Roires. O xamã vocaliza um Ani citando seu avô, dizendo que os Mai não são gente. Essa disputa em torno da humanidade alheia, para ver quem tem um ponto de vista, digamos, torna o encadeamento de citações ainda mais intrincado, pois o que diferentes sujeitos dizem se referem a mundos diferentes. Quando o pajé diz que o Ani cita seu avô dizendo para o Tatu, ou seja, para os Mai, que ele não é gente, qual é o mundo a que ele se refere? A citação é aspiada e assim se refere ao mundo dos Ani, onde os Mai parecem tatus. O que está em jogo nessa citação é quem pode afirmar, eu sou gente, e esse outro não. Mas a compreensão do contexto específico em que a situação ocorre está, parece-me, no mundo ao qual Tatu se refere. Há um imbricamento aí de três contextos, que poderíamos chamar de mundos, a saber, o mundo dos Ani, dos deuses e do próprio pajé. A questão que o Pegani parece colocar é que o tipo de discurso veiculado pelo pajé implica uma indecidibilidade de qual mundo exatamente se está falando. Mas será que há alguma diferença entre contexto e mundo? Ou será que estou apenas substituindo um pelo outro sem de fato mudar a abordagem? Fim da citação. As considerações de Guilherme Roires possuem consequências importantes. A disputa por estatutos concorrentes de existência não envolve exatamente distintos contextos passíveis de serem interpretados por distintas subjetividades. As falas que ocorrem embutidas em uma mesma complexidade administrativa são antes derivadas de relações sobrepostas e equivocadas, no sentido do conceito de equívoco dado por Eduardo Ribeiro de Castro, porque elas partem de referentes que não conseguem se estabilizar. Afinal, a variação posicional implica a variação do estatuto ontológico do que é designado por um determinado enunciador. Se todas as posições se reivindicam como gente, é porque tal referente se torna necessariamente instável, ainda que, como é sabido, a pessoalitude seja reconhecida como um idioma cosmológico comum nas cosmologias indígenas. Isto é, ela é o assunto sobre o qual todos falam, embora não concordem entre si acerca do objeto sobre o qual falam. Essa discordância é derivada da indecidibilidade do mundo sobre o qual se está falando, de acordo com o Roires. Isso quer dizer que a instabilidade do referente implica na variação do modo de existência, ou, em outros termos, do mundo, entre aspas, em que se situa o enunciador.
E é dessa variação posicional que surge justamente a discordância entre os participantes do evento xamânico, como se nota no trecho desse canto, né, que motiva a discussão acima realizada por Roerich. Não é gente, disse o meu avô para o tatu. Na verdade, é só uma frase, né, um pequeno pedaço de um canto. Aí está, de acordo com a passagem acima citada, né, o xamã que vocaliza um espírito Ani, citando o seu avô, dizendo que os Maí não são gente. Muito embora os próprios Maí se concebam a si mesmos como gente e os viventes Araueté, por sua vez, os considerem como divindades celestes fulgurantes. É assim, portanto, que Roerich refuta a noção de contexto e avança com sua proposta de compreensão de um regime especial de significação para o caso Araueté. Eu cito de novo. Se gente é algo que aponta para referentes ou mundos diferentes, de acordo com o sujeito que fala, talvez não seja possível estabelecer um contexto de referência, portanto, não haja contexto para ser descontextualizado. Por isso, penso que a noção de contexto talvez possa ser substituída pela de mundo, e a ação de citação possa ser pensada como uma sobreposição de mundos. O resultado disso é uma imagem do signo, que talvez proponha uma noção diferente de contexto. Fim da citação. Não se trata de uma afirmação nada trivial. Ela tem a ver com a divergência entre as teorias ocidentais do signo e a potencial concepção ameríndia da significação, que ainda precisa ser mais bem definida e compreendida. Vou fazer aqui algumas reflexões provisórias sobre essas questões. Não vou ter tempo, obviamente, de desenvolver o que eu gostaria. É a partir dessa avaliação potencialmente indefinida de posições, mundos ou moradas, que se estabelece o sentido das enunciações xamânicas que atravessam dessa vez o corpo dos Rumaya, que são os xamãs Malubo, um povo falante de língua da família Pano, com o qual eu trabalhei, né? Bastante, milhares de quilômetros distante do Xingu. Né? Então, essa variação potencialmente indefinida de posições atravessa o corpo dos Rumaya, dos xamãs, né, em determinados eventos, que são quase sempre noturnos, né, nos quais um grupo de parentes se reúne para escutar as palavras de espíritos e de mortos na forma de cantos Niki. Como eu detalhei em outros trabalhos, esses eventos dependem da compreensão da pessoa, do xamã, como um espaço recursivo, que replica a arquitetura da maloca externa para a escala interna do corpo, no qual os espíritos e demais enunciadores entram para se fazerem ouvir. Enquanto o duplo do xamã aguarda em um local externo, de onde convoca as pessoas, que são seus parentes em potencial, né, que vêm cantar para a audiência dessa terra. Durante os cantos de Niki, costumam ocorrer embutimentos enunciativos similares aos das artes verbais da Araueté e de outros tantos casos ameríndios. Os Niki, entretanto, podem também comportar a incidência de outros modos verbais. Tem uma interverbalidade, um jogo aqui. Costuma ser bastante comum, por exemplo, que um espírito venha ensinar para a audiência um canto de cura ou de feitiçaria shonki, que nesse caso termina por se engastar no interior da estrutura de um Niki. Os shonki, via de regra, são cantos muito longos, e que costumam ser realizados por inteiro em outros eventos distintos das sessões xamânicas, nas quais os Rumaya recebem os espíritos para cantar em seu corpo maloca. Ambos os modos das artes verbais marubo, ou seja, os cantos de cura, os shonki e os cantos de espíritos, e Niki, né, assim como outros, tais como as narrativas cantadas são sempre altamente formulares, metrificados e acompanhados por melodias identificadas no repertório conhecido. É o caso do seguinte canto, que a gente vai ver aqui, né, no qual o duplo do irmão do xamã Armando, né, veio cantar em uma maloca da aldeia Paraná, através do corpo desse próprio Armando, né, em algum momento de 2004. Eu vou passar ali a tradução. Meus irmãos pajés, pelo caniço desenhado, eles me sugam, e sem nada temer, grito cantando, fui, pela ponte desenhada, por aí eu subi. Cheguei pelo torpor do cipó de meu pai, pelo torpor do cipó é que me criaram. Cheguei pelo vento do cipó de meu pai. Sou mesmo antigo, o canto dos irmãos, o canto aprendi, para eu mesmo cantar. Onça Japó em pé, com lança matam, e ali caído, filhote de onça Japó, filhote levado, mulheres de Japó, em seu lugar de despertar, no peito do gavião, ali mesmo entraram. Na sombra da pilastra, em pé ficaram, cabeça de onça Japó, do filhote de onça Japó, essa cabeça de onça entre as pernas colocaram, esse espírito em pé, o espírito mesmo sou. Então, vocês estão vendo no verso 18, eu estou falando rápido aqui, né, como abre aspas aí, é o espírito que está citando o seu próprio processo de formação dentro de uma estrutura iniciativa, né, na qual tinha um outro locutor principal. Então, a gente já tem aí um embutimento. Né.
Depois abre outra aspas, é o outro espírito que vem dizer sobre o seu processo de formação, que eu vou pular até o verso 49. Assim disseram, foi o que escutei, sou mesmo antigo. Aí volta o locutor principal, né? Depois entra o outro, né? Aquela onça em pé, com lança mataram e ele caído, o filhote de onça, o filhote levaram para a morada do céu, para a morada do fogo. Na terra onça, ele mesmo ficaram. O filhote de onça, no canto do céu, onça para lá levaram, levantado deixaram, e o espírito me formei. Fecha, né? Assim disseram, foi o que escutei, sou mesmo antigo. Então, esse canto envolve um clássico embutimento enunciativo. O corpo do xamã Armando Xerompa, deitado em sua rede, recebia o duplo do seu irmão, né? Kenampa, que é o locutor principal desse Niki. Né? O corpo, ou a carcaça do irmão, que vivia na aldeia Paraná e que frequentemente servia de assistente para as sessões xamânicas, ignorava tanto seu duplo quanto a razão pela qual ele havia sido chamado naquele dia, no qual o Kenampa, ele mesmo, não estava presente. No entanto, era a própria voz do duplo que abria o Niki, dizendo, em um bom exemplo de bifurcação de referência, que havia sido a tempos levado ou sugado pelo inalador de rapé dos pajés espíritos. Você pode voltar, por favor, só para a gente ver essa primeira estrofe, porque o negócio é complicado, esquisito. Meus irmãos pajés, pelo caniço desenhado, eles me sugaram. Sem nada temer, grito cantando, fui. Pela ponte desenhada, por aí eu subi. Cheguei pelo torpor do cipó de meu pai. O torpor do cipó é que me criaram. Cheguei pelo vento do cipó de meu pai. Sou mesmo antigo, os cantos dos irmãos, o canto aprendi, para eu mesmo cantar. Então, vamos lá. Então, o que ele dizia? Né? A própria voz do duplo, que abria o Niki, nessa estrofe que a gente leu, dizendo, em um bom exemplo de bifurcação da referência, né? Que ele havia sido a tempos levado ou sugado pelo inalador de rapé dos pajés, espíritos, né? Considerados, desde seu ponto de vista, como um caminho. Né? O pajé Armando posicionou esse instrumento, que é um longo caniço, né? No plexo solar do corpo de Kenampa e extraiu dali o seu duplo, que então passou a viver em Alhures. Esse é um procedimento comum, no xamanismo Maruba, ao qual eu mesmo fui submetido quando lá trabalhava, para que anos depois pudesse escutar os cantos do meu irmão, o espírito, feitos a minha revelia, também através do corpo caso de Armando. Em seguida, o duplo segue explicando que aprendeu por ter sido criado através do vento do torpor luminoso da ayahuasca ministrada por seus parentes espíritos, por seu pai. Né? Depois dessa estrofe inicial, esse trecho em amarelo que eu deveria pular, mas eu não vou pular, esse dá tempo. Após essa estrofe inicial da apresentação, segue um outro bloco, que é aquele que eu li mais rápido, né, com as aspas, no qual o duplo de Kenampa cita um certo espírito do pote, não sei exatamente qual é, que é um espírito agressivo responsável por causar doenças e que, nesse caso, fala para os viventes dessa terra sobre o seu próprio processo de formação. Nesse ponto, o embutimento enunciativo se complexifica ainda mais e pode ser esquematizado da seguinte maneira. Esse esqueminha que eu coloquei, né? Vocês veem que eu estou usando essa distinção entre enunciador e locutor, que vem do Oswald de Koh, que vem, por sua vez, do Bakhtin. Né? Então, o estoque de fórmulas dessa parte do canto, aspeada, né, na qual o duplo de Kenampa cita o espírito, é característico do que eu chamo de modo adjetivo. Então, você tem dois gêneros ou modos embutidos um no outro. Né? O primeiro é o duplo do irmão falando sobre ele mesmo, sobre como ele se formou, como ele aprendeu, né? E depois ele cita um espírito falando sobre o seu próprio surgimento, e aí é como se você tivesse um canto de cura né, engastado dentro de um ou outro canto. Né? Esse é o problema da interverbalidade. Né? Então, através dessa estrutura que o espírito do pote ensina aos presentes como deveriam fazer para cantar, a fim de curar as doenças que fossem a ele associadas. Né? Vou pular aqui outros trechos. Pode pular aqui. Tanto no caso Araueté quanto no caso Marubo, encontramos aí uma sobreposição de locutores no mesmo evento enunciativo complexo. Essa sobreposição termina por envolver uma instabilidade da referência, veiculada de maneira mais ou menos direta para a audiência, que deve saber decifrar as imagens metafóricas formulares usadas ao longo dos eventos verbais.
No trecho que Guilherme Royas havia comentado, não é gente, disse meu avô para o tatu. O termo tatu se refere à maneira como os espíritos pensam ou veem os mai, os espíritos celestes, a partir do mundo ou da posição que eles ocupam. Ao passo que os Araueté, por sua vez, por sua parte, veem e consideram os mai como divindades celestes fulgurantes. A audiência, portanto, deve desconfiar dos homônimos. Esse é o problema da homonímia, dos homônimos equívocos. Nesse caso, o termo tatu, que é ontologicamente instável, para então conseguir identificar a referência precisa, subentendida pelo termo, a partir da voz que fala nesse momento do evento ritual. No caso Maruba, a audiência especializada, e não são todos os membros de tal povo que efetivamente se envolvem no conhecimento xamânico, essa audiência especializada também deverá saber que a fórmula do a ponte de taboca desenhada, se refere à maneira pela qual o duplo e os espíritos veem o caminho que se abre no plexo solar do corpo-casa que o abriga, a saber, abriga do irmão do pajé, do Ramon. E esse corpo-casa coincide de maneira equívoca com a maneira pela qual os participantes da audiência veem um caniço de taboca ser posicionado na altura do plexo solar de uma pessoa. Então, do ponto de vista de quem está aqui, você vê uma pessoa colocando um caniço para sugar o duplo do peito da pessoa. Do ponto de vista dos espíritos, o que eles veem é um caminho que se abre, a partir de uma porta de uma casa, uma porta desse auditório. Em outros termos, as fórmulas, pelo caniço desenhado eles me sugaram, indicam também uma instabilidade ontológica, pois todos sabem que o que vemos como inalador de rapé sugado pela boca do pajé será, numa outra posição possível, um caminho através da qual o duplo da pessoa sai de sua casa para viver alhures. Pode pular toda essa parte amarela. Eu não sei mais quanto tempo eu tenho. 13. Esses exemplos devem servir para encaminhar algumas reflexões provisórias a respeito do regime xamânico de significação e de absorção. Eu poderia citar diversos outros exemplos, só peguei esses dois aqui que dá tempo. Em todos esses casos, parte-se de um universo de verdade para o qual a possibilidade de existência de agentes extra-humanos é dada como uma premissa. A partir desse universo é que a relação de confiança entre emissores e destinatários se estabelece, ou, em outros termos, que a audiência consegue aderir ao valor de verdade dos enunciados transportados por xamãs e narradores. Trata-se de uma articulação já discutida ad nauseam pela filosofia da linguagem, como, por exemplo, por Donald Davidson em seus estudos sobre o problema da relatividade ontológica e da inescrutabilidade da referência, nos quais o autor afirma que, eu cito, em todos os esquemas de referência aceitáveis para um falante ou para uma comunidade têm elementos importantes em comum. Eles conduzem às mesmas condições de verdade, pois, para todas as sentenças, e talvez veiculem a referência, a causalidade aos problemas através de um padrão reconhecível. Fim da citação. Ora, o que os dois exemplos acima mencionados nos dizem? Vou faltar um tempo de tratar aqui. Especialmente no caso Araueté, encontramos uma disputa entre locutores acerca do estatuto de existência das divindades celestes, os Maê. Todas essas comunidades, ou seja, os humanos, os espíritos terrestres Ani e os espíritos celestes Maê, concordam em torno do fato de que gente existe, e que tal estatuto de existência é disputado. Esse é um pressuposto comum às suas comunidades linguísticas e às condições de verdade dos enunciados que circulam entre elas. No entanto, eles não se põem de acordo sobre quem deve ser o alvo de tal predicado, ou seja, sobre a sua referência. Algo similar ocorre entre os Maru. Em todas as condições possíveis, concorda-se que pessoas moram em casas e transitam por caminhos, mas o que se vê como casa e caminho é o que muda, de acordo com a posição de quem fala e de quem escuta. Eu não pretendo aqui enveredar pelas discussões em torno do relativismo ontológico, tal como pensado pela filosofia ocidental, nem recapitular as características do perspectivismo ameríndio, já definidos por outros autores há tempos, mas sim apontar para uma clivagem importante, um tanto paradoxal, trazida pelos casos aqui destacados. Se é verdade que todos eles partilham da mesma premissa ontológica, agentes extra-humanos existem enquanto gente, essa é a premissa, garantida por suas comunidades de fala e seus respectivos universos de verdade, é igualmente verdadeiro que tal premissa não é exclusivamente humana.
que não é apenas produto de seus esquemas mentais e linguísticos, ou seja, não é um problema logológico, né? O que eu não vou conseguir desenvolver aqui, isso partiria de uma discussão com a Bárbara Cassan, especialmente com o livro Efeito Sofístico Clássico, né? No qual a autora trata da contraposição entre ontologia e logologia. O microfone desligou, eu vou tentar falar alto, tá? Vocês conseguem me escutar? Melhor do que Melhor? Então vamos lá. Onde eu estava? Sim. Então, se é verdade que todos eles partilham dessa mesma premissa ontológica, né, os agentes extra-humanos existem enquanto gente, né, que é garantida pelas suas comunidades de fala, pelos respectivos universos de verdade, é igualmente verdadeiro que essa premissa não é exclusivamente humana, isso que eu dizia. Né? Ou seja, que ela não é apenas produto dos seus esquemas mentais e linguísticos, não é um problema dos sujeitos, com S maiúsculo. Né? Ou seja, o sujeito como um problema na metafísica moderna. Né? Seria, entretanto, possível realizar essa afirmação a partir das premissas ocidentais sobre linguagem e representação? Será que elas são compatíveis, né, com essa estabilidade de referência? Essa é a pergunta de fundo. Talvez a gente pudesse reformular a questão da seguinte maneira. Né? Para os regimes xamânicos indígenas, humano, entre aspas, ou gente, é uma categoria ontológica que não se limita a humano em itálico, né? E que se estende para ele posições possíveis, com reflexos notáveis nas artes verbais. E é exatamente sobre isso que falam os exemplos aqui estudados. Né? O problema a ser enfrentado, portanto, é que esse pressuposto termina por se tornar incompatível com a centralidade do sujeito e do logos característico das teorias ocidentais da linguagem e do signo. A pergunta de Guilherme Hollisch, com a qual eu abri essa fala, né, sobre uma concepção xamânica do signo, contempla, portanto, essa dispersão posicional, ou essa multiposicionalidade, né, como tenho chamado em alguns trabalhos, né, da capacidade de significar, né, que está diretamente envolvida na multiplicidade de mundos sobre a qual falávamos acima. Né. Então, esses eventos enunciativos, vocês preferem com ou sem microfone? Com. Tá. Esses eventos enunciativos, tais como os que a gente estudou aqui, seriam então como espécies de feixes de relações como os do Jacobson, essa é só uma metáfora. Né? Eles mostram os nexos de que resultam, né? Que não se restringem nem ao enunciador humano, este ou aquele xamã que canta em um determinado momento, nem à sua audiência, né? As pessoas presentes na posição ocupada pelo antropólogo no ato de seu registro. Há toda uma variação de relações envolvidas nesse resultado final que conhecemos como um canto líquido. Né? Também não parece ser suficiente dizer que o significado é apenas indeterminado, como sustentava, por exemplo, Lévi-Strauss em suas reflexões acerca dos termos mano, realizada na brilhante introdução à obra de Marcel Mauss. Né? Então, um pouco bastaria de reconhecer que o ser designado pelo signo é apenas o ser da variação, como sustenta recentemente, não tão recentemente assim, Patrice Manillier, em sua releitura de Saussure. O que a audiência sabe é que determinados signos verbais, tal como no caso do verso traduzível pela ponte desenhada, pelo caniço desenhado, que na verdade é o caminho, né? O que a audiência sabe é que determinados signos verbais são potencialmente multiplicados e equívocos, mas não semanticamente indeterminados. Né? Não é um problema de determinação semântica, é o contrário. Né? O significado, a referência é muito bem determinada, só que ela é múltipla. Né? Não se trata, nesse caso, nem de vacuidade, nem de ambiguidade semântica, mas de multiplicação e de disputa sobre o estatuto da referência. Enfim, aí eu iria longe, mas eu acho que eu vou ter que parar aqui. Quanto tempo tem? 5 minutos. Eu vou parar, porque 5 minutos não dá para eu falei disso. Obrigado. Obrigada, Pedro. Bom, abrimos então para as perguntas. Acho que a gente pode fazer uma rodada para os diálogos dos presentes. Entre os presentes.
Ricardo. Tem um microfone para eles? Fala alto. Pode falar. Isabelle, Isabelle, pouvez-vous nous élucider l'autonomie de la sémiotique de l'écriture en relation à la sémiotique visuelle? Parce que il me semble que vous avez dit que votre approche est autonome en relation à la sémiotique visuelle. Alors, en fait, ce que je dis, c'est que la sémiotique des écritures, elle est à la fois une sémiotique linguistique, et une sémiotique visuelle et une sémiotique de l'espace. C'est-à-dire qu'on doit prendre tous les éléments. Donc, elle est, en partie, elle est de la sémiotique visuelle, mais c'est à la fois linguistique, visuelle et espace. Sinon, elle comprend tout ça. Un signe visuel n'est pas forcément un signe d'écriture. Pour qu'une figure, je veux dire figure, c'est d'ailleurs un des problèmes de la terminologie, on trouve souvent image, je veux dire figure. Pour qu'une figure devienne un signe d'écriture, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions. Il faut que ce soit, ce que j'ai dit au début, intégré à un système. Il faut que ce soit en relation, alors je vais dire à une énonciation. Et d'ailleurs, même Philippe Descola, qui a très peu abordé les questions d'écriture, il parle à un moment dans des figures du visible, il dit très clairement un pictogramme, donc une figure, n'est pas de la pictographie. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un système, il faut qu'il y ait une relation avec du linguistique, donc ça c'est la partie linguistique, et il faut que ce soit inscrit quelque part. Donc il faut qu'il y ait tous ces éléments. Donc c'est à la fois une sémiotique linguistique, visuelle, et une sémiotique de l'espace. Mais la sémiotique linguistique, c'est, pour ça je l'ai juste signalé, c'est une sémiotique linguistique revisitée. C'est pas Saussure qui dit que l'écriture est un code second destiné à représenter la parole, comme on le lit dans le cours de linguistique générale. L'écriture n'est pas un calque de la langue, c'est une image de la langue, mais pas un calque de la langue. Et le dernier ouvrage de Benveniste, les derniers cours au Collège de France, il mène une réflexion qui n'est pas aboutie sur cette question-là. Donc voilà, un signe d'écriture n'est pas une figure, un signe graphique n'est pas de la langue. Voilà, donc c'est cette combinaison qui fait qu'on a. Et pourquoi c'est autonome également, c'est qu'il y a des potentialités qui font qu'on peut lire, comme j'ai essayé de le montrer, on peut avoir des lectures linéaires, comme de la linguistique finalement, mais on peut avoir une lecture qui serait plus tabulaire, qui renverrait davantage à de la sémiotique visuelle. Et c'est ça qui est compliqué. Et il ne faudrait pas croire que c'est réservé aux écritures hiéroglyphiques. On pourrait penser, le premier exemple que j'ai donné, c'est vrai qu'on a l'impression que dans les systèmes hiéroglyphiques, c'est facile. Mais l'exemple du Garamond montre bien que la typographie, c'est la part visuelle finalement du langage. Et que les choix typographiques, c'est ce qui permet, au fond, c'est cette dimension qui va permettre l'ancrage dans, ça peut être le mythique, le symbolique, l'idéologie. Et vraiment, la typographie, c'est vraiment cette part-là. Voilà. Donc, autonome n'est peut-être pas le terme le plus approprié. En tout cas, il faut qu'il y ait cet ensemble. C'est pour ça que j'ai été un peu longue au début. Il faut qu'il y ait cet ensemble. Après, comme vous avez pu voir, alors j'ai été très rapide sur l'exemple du buffle à la fin. C'est vrai qu'on emprunte des procédures qui sont celles de la sémiotique visuelle quand on traite de la dimension plastique. Je l'ai emprunté à Jean-Marie Floch. Enfin, c'est la question des formants. Agrémas, la question du détournement, je ne vais pas développer. On voit un buffle, très bien, le buffle en plus représente le roi dans la culture Banoum, mais c'est le fait que ce soit un buffle, c'est un détournement. C'est pas le fait que ce soit un buffle qui est important, c'est la position des cornes, c'est la position la taille des oreilles. La taille des oreilles. C'est ça. Ouais. Donc c'est cet ensemble-là, et c'est ce qui fait la complexité de la sémiotique des écritures. Ouais.
conhecer um pouco alguns aspectos de uma, pelo menos, aparente semelhança entre a ritualística que você descreveu, a VT e até com algumas coisas de pano, né, que você falou, com a ritualística da Jurema, do Cariri. Pelo que eu entendi, em termos de procedimentos enunciativos, né, você tem a instauração de uma multiplicidade de atores da enunciação e também de uma multiplicidade topológica, enquanto simultaneidade, não é isso? E pelo que eu entendi também, você falou que nessa instauração de múltiplas pessoas, fossem elas, entre aspas, humanas ou não humanas, né, ou transhumanas, você teria a utilização de determinados vetores, como a ayahuasca, né? No caso do Cariri é a Jurema, né? As propriedades farmacológicas não são tão distantes assim, né? E a questão também do espírito, como o sopro, né? Do elemento do parente que entra, que é inalado, né? E a partir dali é incorporado, né? Pelo xamã. E aí, eu não sei se isso corresponderia também àquilo que na ritualística da Jurema seria o uso do cachimbo, né? Para você aspirar e você expirar as diferentes entidades, né? Caso haja mesmo, caso eu tenha entendido corretamente esses paralelismos, aí eu gostaria de perguntar para você sobre alguns aspectos sincréticos que, de uma certa maneira, você menciona, mas eu não vi você se debruçar sobre eles até agora. Então, por exemplo, você cita cantos, né? Mas eu não vi alguns aspectos da estruturação desses cantos, em termos de alturas, em termos de rítmicas, né? E das possibilidades de que esses elementos, né, essas figuras de expressão têm de construção de sentido a partir de homologações com categorias de conteúdo, né? E também a questão de que a gente está pensando numa questão de verbalidade, mas se eu tiver entendido corretamente, você tem aspectos musicais, você tem aspectos coreográficos, você tem aspectos, por que não dizer, gustativos, né? Tanto na ayahuasca quanto na inalação das fumaças, né? Dos espíritos, entre aspas. Eu gostaria de ouvir um pouco você a respeito dessas questões, desses possíveis paralelismos. Obrigado, acho que você entendeu muito bem, perfeitamente o que eu estava querendo dizer. Eu não conheço o caso da Jurema também, né? Acho que tem duas perguntas aí embutidas, né? Que você falou. Mas eu penso que existem sempre microteorias, digamos assim, variações teóricas, né? É possível imaginar uma teoria da enunciação ou uma teoria do signo da Jurema, né? Que pode ser, provavelmente tem compatibilidades com uma teoria do signo dos Araueté, dos Maruba, que são povos que, embora sejam muito distintos, né, fazem parte de um mesmo fundo, digamos assim, né, civilizatório, do gênero. Então é possível a gente fazer esse tipo de comparação, ao passo que, né, se torna muito complicado fazer comparações, né, com as concepções ocidentais da linguagem, que obviamente estou me referindo de uma maneira bastante genérica aqui, né? Mas elas assentam em larga medida nessa unicidade do referente, né? O referente é sempre estável e único, né? Ou então você tem um sujeito voltado para dentro de si, né? Que cria efeitos sobre o mundo, né? Essa divisão entre uma pragmática, digamos assim, logológica, né? O mundo como efeito de discurso ou o mundo efetivamente visado pelo referente, né? Pelo que se diz, né? Do mundo. Então, acho que nessas teorias xamânicas você tem essa instabilidade constitutiva do referente, e certamente está presente também na Jurema, que é uma tradição que vem de tudo isso, né? Embora não seja só indígena, afro-indígena, algo do gênero. Agora, a última parte da sua fala, assim, de fato, né, esses eventos eles são intersemióticos, sinestésicos, né? E é muito difícil você tratar de tudo isso quando você reduz, né, ou transforma, né, um canto num objeto textual, né?
De fato, eu não acredito que a tradução precise dar conta de todos esses fenômenos, que certamente produzem sentido, né, e colaboram, com certeza, né, para a percepção dessa multiplicidade da referência. Né. Essa é uma coisa muito difícil, né, de você tratar. Você pode até descrever isso, né, mas a descrição sempre vai ficar a reboque, digamos assim, do evento. Né. Agora, a tradução ela mesma, né, pensar em uma outra conversa, né, mas ela acho que ela pode de alguma maneira se autonomizar e virar ela própria um objeto, né, digamos assim, poético, ou alguma autonomia. Né. Mas com certeza, né, todos esses elementos colaboram muito, né, da percepção, né, dessa flutuação, digamos assim, do referente, né, que tem um lado gramatical, né, você situa isso com deíticos, com, né, flutuação de pronomes pessoais, né, então ele diz, demonstrativos, coisas do gênero, né, mas ao mesmo tempo você tem outros índices, né, não verbais, né, ou associados de maneira complexa aos índices verbais, né, que produzem essa abdução, digamos assim, né, de agentes múltiplos. Né. Je voulais toujours savoir ça. Bon. Pour les langues parlées, voilà, on a toujours le principe de la linéarité. Bon. Pour l'écriture, nous savons qu'il y a des écritures plus lunaires que d'autres. Bon. Est-ce qu'on a des écritures qui n'ont rien à voir avec la linéarité? Ça, c'était ma première question. Qui se construisent juste sur la trame de l'espace, pas sur la trame du temps. Est-ce que on connaît, par exemple, des écritures non linéaires ou moins linéaires qui ont eu des influences sur la langue orale, par exemple? Comment est-ce que ce rapport s'établit à la fin entre la langue qui est linéaire, parlée, et l'écriture qui est, je ne sais pas si non, au moins linéaire? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup de questions. Bon, j'ai une question, si vous dites. Vas-y. Je la fais maintenant. Oui. Bon. Pedro, é o seguinte, sobre, você falou de disputa de referências, de referências ou de referentes, de referências, e você falou várias vezes também das condições de verdade. E o que eu queria saber é se essa disputa de referente na verdade, uma disputa de sentido diferentes, certo? E se isso, nesse caso, significa que ou você ou eles estão pensando a verdade como relacionada ao referente ou a verdade, como nós semioticistas do discurso pensamos, como uma questão de contrato entre destinador e destinatário da comunicação. Quer dizer, como é que essa questão dessa disputa de referente, dessas condições de verdade, se coloca nos textos com que você trabalha, certo? Bom. Não. É exatamente isso. O ponto é esse. Não é uma disputa de sentido. Não é uma disputa meramente voltada para uma comunidade linguística. Existem pressupostos, partilhados, mas o problema é que essa disputa, ela disputa sobre o estatuto daquilo que efetivamente é visado pelo que se diz. E isso, de certa forma, por uma compreensão
determinadas compreensões ocidentais da linguagem, sempre vai recair no problema de convenção. Né? Ou seja, não, é óbvio que é referente a Estado. Né? O que mudam são as interpretações, são as representações, são, sei lá, os sistemas de crença que você quiser. Né? São sempre problemas internos. Né? O que eu estou dizendo, na verdade, o que a etnografia diz quando a gente encara ela, e isso, inclusive, é um problema gramatical, não é só um problema exegético, digamos assim, né? É que a disputa não gira só em torno de um sistema de representações, porque não é só logológica nesse sentido, não está encerrada no logos, né? É uma disputa em torno daquilo que é visado, né? Só que o que é visado não é estável, justamente, né? Isso varia de acordo com a posição do sujeito de enunciação, né? E a arquitetura enunciativa e gramatical e também intersemiótica, né, como dizia o colega, de todos esses regimes chamamos de enunciação, é construída para isso, né? Mas ela não é construída por um sujeito, né? Não é construída por um sofista, como, sei lá, Protágoras. Ela não é construída para produzir um efeito de discurso, né? Esse é o ponto, né? Não tem um sujeito que constrói isso, né? Ela é uma arquitetura, inclusive, anterior ou independente da própria ação desses sujeitos, né? Desse sujeito humano. Né? E é isso que a gente vê acontecer nesses eventos, né? Que são eventos dos quais são multiplicidade de enunciadores e rompem, né? Disputando o estatuto da referência, justamente. Né? Obrigada. En fait, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ta question. Ta question, c'est, tu veux savoir s'il y a des écritures qui ne sont jamais linéaires. En fait, est-ce que c'est ça? Et si ça peut influencer l'oralité? Alors, je l'ai dit un petit peu rapidement, les écritures hiéroglyphiques, elles ont cette capacité à être lues dans n'importe quelle langue. C'est pour ça que, par exemple, nous, quand on traduit des stèles en hiéroglyphique, on ne met pas le mot en français, on le met en latin. Finalement, on ne met pas Dieu, bon, j'ai mis Dieu là, mais on met Deus, on met Rex. En fait, c'est l'intérêt de ces stèles, c'est que ça n'est pas... C'est pour ça que je parlais de la compréhension du regard. En fait, ça peut être lu. Donc, je vais prendre un exemple en français. Enfin, je prends une maison, on voit une maison, moi je vais le lire maison. En portugais, je ne sais pas comment on va le lire, en anglais, on va le lire house, et c'est l'intérêt de ça, c'est que c'est pas relié, c'est pas comme disait Saussure, un code second destiné à représenter la parole. Et les écritures hiéroglyphiques, c'est ça. Et en plus, il faut savoir aussi que les hiéroglyphes ont des propriétés un petit peu particulières, c'est qu'il n'y a pas de système figé. Ça, on l'oublie parfois. Nous, ces maisons, je ne peux pas m'amuser à l'écrire avec un E, je n'ai pas le choix, je suis obligée d'écrire M-A-I-S-O-N. Les systèmes hiéroglyphiques n'ont pas de répertoire figé, c'est pour ça qu'on peut arriver à 5000 signes sans problème. Les signes peuvent changer de fonction, on peut utiliser un signe ou un autre, par exemple selon la place qu'on a, quand celui qui, ça peut être le cas de l'Égyptien ou du Hittite ou plein d'autres, hein, selon la place qui reste, on va prendre tel signe ou tel signe parce qu'il remplira mieux la place. Donc, si tu veux, ça n'est pas figé. Donc, ça, c'est la première chose. Et ça n'est pas relié terme à une langue. Jamais. Alors, c'est pas tout à fait vrai quand même ce que je dis. Par exemple, l'Égyptien a toujours refusé d'arriver à l'alphabet, c'est-à-dire finalement un système qui serait une correspondance terme à terme entre, on peut dire, l'écrit et l'oral, pour le dire comme ça. Jamais. Et pourquoi? Et c'est dit. Il y a un système alphabétique qui existe depuis les débuts de l'égyptien, dès 2400. En fait, on a un alphabet qui est consonantique, hein, parce que c'est une langue sémitique, donc on ne note pas les voyelles, mais ça existe. Et en fait, ça n'est pas utilisé, parce que l'égyptien, comme les autres systèmes, ont toujours eu ce besoin d'une double lecture. Je vous raconte un exemple parce qu'il est tout simple. Vous savez, en égyptien, on a des cartouches pour indiquer le nom des pharaons. Je prends cet exemple parce qu'il est tout simple. Ramsès, hein, on a 4 signes. Le premier R, le deuxième M, je vais très vite, hein, et 2 S. Donc R, M, S, S, Ramsès. Très bien, voilà, c'est Ramsès. Sauf que si on fait une autre lecture, on dira Ra, le R, donc ça note pas les voyelles, Ra, le dieu soleil,
Mess, c'est également l'idéogramme pour dire mettre au monde. Et on a le SS. Donc on lit aussi bien Ramsès que Ra m'a mis au monde. Et quand on est Ramsès, c'est mieux de dire le dieu Ra m'a mis au monde. C'est l'intérêt de ces systèmes, c'est cette double lecture qui est toujours possible. On peut donner plein d'exemples où on voit qu'on déplace les signes, où on met un signe pour un autre. C'est ce qui rend pour nous la lecture très compliquée. L'écriture maya, enfin, il y a beaucoup d'études sur l'écriture maya et qui décrivent toujours son extrême complexité. Et que disent les mayas, là aussi je vais très vite, c'est de dire le monde est obscur, le monde est compliqué, l'écriture doit refléter cette complexité, cette obscurité, voilà. Donc elle ne doit pas être transparente. Nous on a une écriture qui est transparente. Moi si j'écris maison, si j'écris M-A-I-S-O-N, je ne peux pas lire baraque ou château, je dois lire maison. Mais finalement, c'est ce que j'ai essayé de montrer avec le Garamond, les choix typographiques permettent finalement de réintégrer cette part, alors symbolique, mythique, voilà. Je vous donne un exemple. Ce que j'ai parlé du gothique, ça ne viendrait à l'idée à personne, j'imagine, d'écrire un mémoire en gothique. Mais si vous choisissez d'utiliser une police de caractère gothique ou une autre, vous introduisez autre chose. La grande distinction actuellement, au XVIe siècle, c'était gothique, c'était la rigueur, la verticalité, la lourdeur, et puis l'écriture humanistique, en France le Garamond, mais en Italie ça porte d'autres noms, avec une lecture plus élégante, plus rapide, plus lisible également. Actuellement, la distinction, il y a eu un déplacement. On fait plutôt la distinction entre les polices de caractère à empattement, vous savez, avec les petits traits comme le Times qui vient du Garamond, et puis les écritures, les typographies bâton, sans sérif, l'Arial, l'Helvetica. Et dans tous les écrits typographiques, on va lire, il y en a un qui renvoie à la tradition, à l'élégance, et puis à l'autre c'est du scientifique, c'est du... Voilà. Regardez des étiquettes de vin. Vous pouvez regarder ce que vous voulez, des étiquettes de vin. Quand vous avez des grands vins, vous avez toujours des polices de caractère, enfin en tout cas en France, des polices de caractère avec des empattements, parce que c'est l'élégance, la tradition, ça fait bien. Et puis des vins de Provence, des vins pas chers, ils auront ces écritures bâton. Donc si tu veux, tu as toujours, même si chez nous la fonction première c'est de noter la parole, tu as cette part visuelle, tu peux utiliser des couleurs, tu peux utiliser des polices de caractère, voilà, cette dimension plastique qui va permettre de dire autre chose. Mais on voit bien que dans toutes les histoires de l'écriture, il y a un resserrement vers la notation de la parole. Alors, je suis allée très vite sur l'écriture Bamoun. Le premier système, c'est impossible. On comprend, voilà, compréhension du regard, on comprend sans aucun problème. Mais ce n'est qu'au dernier système où on aura une correspondance. Et à partir du moment, à ce moment-là, on peut l'enseigner, on peut... voilà. Mais, alors je ne vais peut-être pas entièrement, si tu veux, mais les systèmes, et c'est pour ça que toutes les grandes civilisations, enfin pas toutes sans doute, mais ont joué sur ces hiéroglyphes parce que et l'invention chez les Hittites, ils ont quand même inventé une écriture, c'était pour ça, on parlait de présence, c'est la présentification royale. Et on observe, ça c'est assez intéressant, à partir tout à fait après, vers la fin de l'Empire, en fait, l'écriture hiéroglyphique va commencer à noter de la parole, on va commencer à l'utiliser pour des transactions commerciales, et là, on a une correspondance terme à terme avec la langue, et du coup, tout le monde ne pourra plus le lire. Parce que c'est quand même ça. Puis on est à une époque où personne ne sait lire, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc une inscription comme celle que je vous ai montrée, qui est tournée vers le pays ennemi et qui montre la puissance du roi, le roi qui est protégé par les dieux, le roi et qui fait des conquêtes, c'est tourné vers le pays ennemi, eh bien c'est là pour légitimer, pour montrer la puissance du roi face au pays ennemi. Voilà. Je n'ai peut-être pas entièrement répondu, mais bon. Acho que já estamos no avançado aqui da hora para a pausa do café.
Gostaria de agradecer mais uma vez ao Pedro e à Isabelle, merci, por acho que isso é uma renovação nas nossas reflexões sobre os sistemas de representação, né, que é o centro do pensamento linguístico e semiótico, e dois pontos de vista completamente renovadores, né, para aquilo que a gente entende. Então, muito obrigada. E convido vocês agora para tomar um cafezinho ali e continuar essa conversa. E para a plenária final vai ser ali perto do café, no auditório do TNT. Muito obrigada.